Ezeis, Rita Son, Rousses Group et 3DS Group sont heureux de vous présenter Carré VIP. Bonjour à tous. Une entreprise performante, c'est comme un orchestre. Chaque individu excelle, mais c'est l'harmonie collective qui crée la magie. Citation du consultant américain en management d'entreprise, Peter Drucker. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro de Carré VIP, où on va croiser les univers de la musique et de l'entreprise pour explorer de nouvelles façons de stimuler la créativité, renforcer la cohésion, réinventer l'expérience collaborateur. C'est avec Mathias Malzieu, leader du groupe Dionysos. Bonjour Mathias. Bonjour. Merci mille fois d'être sur notre plaisir, plateau. merci. On est ravis de vous avoir. Deux autres chefs d'orchestre, eux, dans l'environnement de travail. Concours de moustache avec Romain Bosch, dirigeant de Rita Son, entreprise familiale spécialisée dans les aménagements d'intérieur. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être là. À tes côtés, Marvin Douard, DG de 3DS Group, spécialiste de la communication visuelle pour les entreprises. Bonjour Marvin. Bonjour à tous les trois. Mathias, depuis 1993, le groupe Dionysos a su séduire, on peut le dire maintenant, un large public grâce à un univers qui est votre univers très original, des prestations scéniques fortes. On a des titres, par exemple, comme Coccinelle, 45 tours, ou encore, on en parlait tout à l'heure avec Marvin, Song for Jedi, qui ont eu beaucoup de succès. Mais aujourd'hui, Mathias, eh bien, vous venez nous parler d'un spectacle musical qui est en tournée dans toute la France, et on voit la date, il y aura certainement, il passera près de chez vous, on voit les dates entre le 9 juillet et le 21 décembre, mais ça se prolongera, je crois, en 2026, tout à fait. On est d'accord. Notez, pour ceux qui veulent eh bien, réserver leur place, c'est urgent de réserver. C'est un spectacle qui est tiré de votre livre « L'homme qui écoutait battre le cœur des chats », livre qui est sorti chez Albin Michel, dont on voit la couverture. Quel est le pitch de ce spectacle, qui est un spectacle musical poétique? Ouais, c'est une comédie musicale de poche, en fait. En gros, c'est une histoire de deuil. Ma femme a fait une fausse couche qui a failli lui coûter la vie. Et derrière, j'ai eu besoin de transformer cette expérience pour pas qu'elle reste comme un poids mort sur notre couple et sur les trois entités, sur elle, sur moi et sur nous. Et en travaillant, je me suis aperçu que les chats avaient une importance assez incroyable. C'est-à-dire que quand la joie arrivait à poindre, eh bien les chats leur donnaient un lustre à la joie un petit peu particulier. Et quand la mélancolie gagnait un peu la partie, il y avait comme une douceur, un apaisement. Donc finalement, un jour, il y a un de mes chats qui s'est mis à manger un de mes livres de ma bibliothèque, enfin grignoter, je mangeais, j'exagère un peu, mais... Et je me suis dit, tiens, s'il se nourrissait de livres, s'il dévorait les livres, ouais. Du coup, je me suis dit, bah, ça va être du point de vue des chats. Et c'est en trouvant cette musique-là que le livre et le spectacle ont commencé à prendre forme, parce que pour traiter d'un sujet difficile, le fait d'amener un décalage poétique et humoristique permettait d'être plus profond. Ça peut paraître paradoxal, mais non, le plus de légèreté permet de voyager plus léger, d'aller plus en profondeur que si j'étais trop sérieux. Ouais. Et le spectacle m'est venu en même temps, parce que finalement, j'écrivais ce livre en portant un masque, le masque du personnage et du chat. Et je me suis dit, ce serait marrant que je sois sur scène avec un masque de chat. Et comme le chat, lui aussi, en plus, a des problèmes de santé, et finalement, il est sauvé, mais en tout cas, au début, il se croit condamné. Je m'imaginais entre chanter The End des Doors avec un masque de chat sur scène. Je me dis, il faudrait faire une comédie musicale avec des masques de chat, etc. Donc j'ai commencé à m'amuser, à aller chercher des chansons sur les vinyles qui étaient chez moi. Ouais. Un peu comme des petits miroirs à l'histoire. Donc ça allait de Madeleine de Proust, comme The End des Doors. Ou oui, c'est un mélange de styles de musique. Ouais, Heart de Johnny Cash, Aznavour, Brassens. Ça, c'était plutôt dans mon atelier. Puis je me dis, il faut que j'aille fureter dans l'atelier de ma compagne, ma femme maintenant. Ouais. Aussi, pour un petit peu penser contre moi-même, ce qui m'a du coup projeté dans un autre univers, à chanter par exemple West Side Story, Lady Gaga ou même Claude-François Magnolia, ce que qui n'est pas du tout mon esthétique normalement. Et j'ai adoré le fait de me frotter à ça
et d'utiliser ça comme des petits kaléidoscopes pour raconter l'histoire, imaginer le spectacle. Je travaillais l'album, le livre et le spectacle en même temps toute l'année dernière. Et cette année, je suis en train de, effectivement, comme vous l'avez montré, de le jouer avec le guitariste de Dionysos. Exactement. Qui a fait vous êtes au chant musicaux. et à la lecture. Et même c'est du théâtre, j'ai appris par cœur. D'accord. Et celui qui est surnommé Mickey Bicky, c'est ça, Mikey Bicky, c'est Michael Panton qui est aux guitares et au clavier et qui est effectivement dans le groupe Dionysos à vos côtés. Eh bien, je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce spectacle. On se retrouve juste après ça. C'est une histoire d'amour? Non. C'est une histoire de chat? Non. C'est une histoire de fantôme. De résilience, mais attention, résilience joueuse. C'est un spectacle, avec un écran, des chansons, un livre en pop-up grandeur nature. Un gros jouet, quoi. Oui, quoi? Bon, un colloque sur l'art de s'amuser, même quand l'actualité n'est pas très gaie. Ou un bal masqué, un karaoké de poèmes, un concert, quoi. Ah oui, avec Claude François. Non. Lady Gaga? Bah oui. Johnny Cash et les Doors aussi. Mais c'était une lecture, je croyais. Un concert lecture? Non. Ça bouge et ça joue, tout. Bon, comme dans une pièce de théâtre. Allez, venez, vous verrez bien. Bande-annonce délicieuse. On va faire ensemble justement le parallèle entre le rôle de chef d'orchestre dans l'entreprise et celui d'un groupe de rock. Mais juste avant, est-ce que vous avez des chats, vous, chez vous, ou dans l'entreprise? Pas de chat. Chien, oui. Chien, mais chez vous, pas dans l'entreprise? À l'entreprise et à la maison. C'est vrai? Super, il vient. Les deux. Mathias, c'est quoi votre rôle en tant que chef d'orchestre au sein du groupe Dionysos, justement? Bien, je suis le bleu de la flamme. C'est-à-dire que je dois, dans mon désir, arriver à le transmettre aux autres. D'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas un chef ordonnateur dans la mesure où, même si j'écris des chansons, les textes, les mélodies, à la guitare, c'est des vraies chansons quand j'arrive. C'est pas un bout de riff avec un bout de texte et on fait des jams ou des choses comme ça. C'est pas du tout... Ça marche pour certains. Moi, je donne pas une règle d'octe. C'est le cas pour les Beatles, entre autres. Oui. Mais moi, j'ai besoin d'avoir la chanson comme un vrai cap, déjà, qui existe. Elle doit exister. Ouais. Et ensuite, ça devient des vraies chansons de groupe dans la mesure où on les arrange ensemble. D'accord. Et j'aime ce bain révélateur, cette chimie amicale et artistique du moment où il s'approprie la chanson, le texte, et où il me propose des choses un petit peu comme si on faisait la bande originale d'un tout petit film de quelques minutes à chaque fois, et qui, quand il devient un album, en fait, devient finalement un long métrage où on met toutes les scènes ensemble. Mais mon rôle, vraiment, il est de moi être ultra convaincu, pas que j'ai raison, mais que mon désir est vraiment en face avec ce qui me tient le plus à cœur, de ne pas être dans le faiseur, de ne pas faire un truc parce qu'il faut, ou parce que c'est un peu cool, ou parce que je veux être au contraire tellement à contre-courant, d'éviter les postures pour éviter aussi l'imposture du coup, et du coup donner quelque chose de le plus vif à la source aux autres pour qu'eux, alors que ça ne vient pas d'eux tout de suite, en fait, soient pris dans ce mouvement. Et ensuite, je crois qu'en équipe, et ça doit être, pour moi, c'est pareil en entreprise, dans un groupe de rock ou une équipe de foot, c'est la même chose, c'est que tout le monde ensuite doit travailler au rêve commun. C'est-à-dire que tout le monde doit se surpasser à l'échelle individuelle dans le collectif, et en même temps, doit se mettre en dessous de lui-même pour que son ego ne parasite pas le rêve commun. Marvin, est-ce que justement, il y a ces points communs avec le chef d'entreprise? Voilà, il y en a beaucoup des points communs qui viennent d'être cités. Je pense que le chef d'entreprise doit fixer un cap et donner une direction. Il doit être souvent très clair pour être compréhensible de tous. Et une fois qu'on a fixé cette lignée-là, le collectif après fait le tout. C'est un peu comme sur une autoroute. Il y a une autoroute, et puis quand quelqu'un veut faire demi-tour, il y a toujours des panneaux sens interdit. Il ne faut pas partir dans ce sens-là. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction, et que si quelqu'un fait demi-tour, on lui montre un panneau sens interdit parce que c'est pas la bonne direction. Voilà ce que je pense. Romain, chez Rita & Sons, est-ce que justement, quelle est la touche particulière que vous apportez en tant que chef d'orchestre? On part d'une idée, on la distribue, on exploite les savoir-faire de chacun, parce qu'en fait, on peut distribuer des tâches, mais il faut quand même jauger en fonction de ce que chacun sait faire.
on a tous une production qui est différente et je pense qu'il faut... Voilà, il y a une distribution de tâches. Nous, on est sur des opérations où on a des gens qui pensent, des gens qui réalisent, des gens qui conçoivent. Donc voilà, tout part d'une idée et après c'est distribué, exploité et on exploite justement le meilleur d'entre tous. Alors dans l'entreprise comme dans un groupe de musique, j'imagine qu'il y a des personnalités fortes, toujours. Justement, comment on maintient l'unité d'un groupe? Une personnalité forte ou des personnalités fortes, c'est aussi ce qui fait la force d'un groupe ou d'une entreprise. Mais il faut arriver à maintenir cette unité avec d'autres personnes qui ont peut-être une personnalité un peu moins extravagante. Et il y a la question de l'ego qui est très très importante. Et oui, surtout dans votre métier. La question du narcissisme. Ouais. C'est-à-dire que l'ego, ce qu'on appelle un ego en place, à mon sens en tout cas, c'est quand on s'aime suffisamment pour avoir envie de s'exprimer. Alors que le problème narcissique, c'est aimer l'image qu'on renvoie. C'est deux choses très différentes. C'est vrai. Quand on n'a pas trop de problèmes narcissiques, on peut parler entre nous, parce qu'il peut y avoir de l'autodérision, de l'humour, se moquer les uns des autres, et du coup, il y a une huile dans le moteur qui fait que même si on a très envie d'être soi-même, pour le rêve commun, chaque personne et le rêve commun, c'est possible. Mais dès qu'il y a des problèmes de narcisse, alors ça grippe beaucoup plus la machine, et il faut essayer de les désamorcer. Avec le groupe, j'en ai pas trop, franchement. Peut-être parce qu'on s'est connus comme des ados copains et qu'on a appris ensemble et qu'on a toujours, on s'est toujours moqué des narcisses et même de nous-mêmes quand on est tombé dans ce travers, ce qui peut nous arriver, surtout quand il y a des succès qui arrivent. Oh, il y a tout d'un coup, on se regarde un peu dans la glace, on fait, hey, c'est pas mal. On prend pas le boulard, mais on est vite seul du coup après quand on est vite seul, puis c'est vite ridicule. Et ce qui fait que le fait d'être en groupe aide aussi ça. À dire qu'il y a toujours un autre qui te fait, quand il y en a un qui commence à faire oui mais moi l'hôtel machin truc, et tout le monde fait donc moi j'ai une facilité en fait dans le parcours à ne pas tomber là-dedans et quand on tombe pas là-dedans, par contre, dans d'autres projets, sur mes un long métrage d'animation, sur l'autre long métrage que j'ai fait aussi en live, et sur d'autres trucs où on connaît moins les gens, où il y a en plus de fantasmes, parce que sur la place de chacun, alors là, il y a plus de travail pour justement diminuer la part narcissique, sans écorcher l'ego de l'autre, parce qu'on doit au contraire faire que celui qui travaille avec vous aime le projet et s'aime lui. Le but, c'est surtout pas de rabaisser son lui-même, sinon ça va diminuer sa force de désir et sa force de proposition. Mais c'est la question narcissique sur laquelle il faut être, à mon avis, intransigeant. Et justement, Robin, l'ego, le narcissisme, il y en a dans l'entreprise? Et s'il y en a, comment on le gère pour conserver cette unité? On n'a pas trop ces problèmes-là en entreprise, mais c'est beaucoup d'échanges. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est aller récupérer le meilleur de chaque élément pour essayer de le faire fructifier et le donner aux autres aussi. Et voilà, se rendre compte qu'on ne peut pas faire les choses seul. Je crois que c'est vraiment la base des choses. Marvienne? Nous, chez nous, on a beaucoup de personnalités. On a beaucoup de différences, mais je pense que c'est important pour pouvoir justement faire la différence que d'être un peu différent. Et mon rôle à moi, c'est plutôt de définir un cadre, tout simplement. Et je pense, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». C'est le principe de la démocratie. Exactement. Et une fois qu'on est bienveillant avec cette idéologie-là, globalement, ça roule tout seul. Il y a toujours des écarts, mais la plupart du temps, en tout cas, soit mes collaborateurs sont extrêmement bienveillants, mais la plupart du temps, tout le monde s'en rend compte. C'est-à-dire que la personne commence quelque chose et par elle-même se remet en place. Tout de suite, elle dit « Oh, j'aurais pas dû dire ça ». Alors chez nous, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de fortes personnalités et en fait, les gens se rendent compte tout de suite et hop, ils se replacent tout de suite parce qu'ils savent que ça sert à rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est inutile. Plutôt dans les métiers créatifs, chez vous, les fortes personnalités ou pas forcément? Alors nous, les créatifs, c'est plutôt les graphistes qui ont des idées. Ces personnes-là sont très discrètes. D'accord. Nous, les personnes de terrain qui ont le plus de personnalité, on va dire ça comme ça, et qui tapent des fois du poing sur la table, c'est plutôt les chefs de projet. Et c'est les fameux chefs d'orchestre en fait, de leur propre projet, où à un moment donné, c'est eux qui ont toute la pression de tout le monde, ils ont la pression de notre production, de la pause, du client, des fournisseurs, et c'est eux à un moment donné qui fixent un cap et qui disent non, c'est comme ça, boum, et on y va. Et parfois, ça peut être fait de façon très fin, ou
un peu plus compliqué. C'est le rôle de manager qui Bien rend, sûr. du coup, qui donne cet état d'esprit-là, finalement. Et votre travail, il est comme pour toi, au quotidien, mais aussi sur la durée. On le voit, les chanteurs, les groupes de rock, d'essayer d'avoir une carrière longue à l'image des Stones. Je rappelle, ils ont commencé ensemble en 62. On a vu beaucoup de groupes qui, depuis Supertramp ou d'autres, n'ont pas été plus loin, Pink Floyd, autres. Comment on fait justement pour prolonger cette unité, cette cohérence de groupe sur la durée? Déjà, je pense qu'il faut s'aimer beaucoup. C'est-à-dire que ça suffit pas, l'amour, c'est comme pour un couple. Mais si on s'aime pas, toutes les stratégies mises en place autour n'irriguent plus le cœur, ou le cœur ne les irrigue plus, et ça fonctionne pas. Ensuite, je pense qu'il faut qu'il y ait une liberté à l'intérieur du groupe et à l'extérieur. C'est-à-dire que je sais pas si on aurait tenu, si on avait dit, ah non, personne fait de projet solo, toi tu fais pas de livre, toi machin. Alors qu'au contraire, chacun s'oxygène et en fait se charge en désir de retrouver le groupe quand il va faire d'autres choses. Et des fois, ça peut être une tension pour d'autres groupes de rock, et on parlait des Stones tout à au l'heure. début. D'accord. Ça a été une tension au début quand j'ai fait mon premier livre, et du coup, c'était le chanteur de Dionysos. Enfin, il y avait un truc. C'était pas une tension, mais c'était une question. Et c'était normal d'essayer d'y répondre. Quand Babette a fait son premier solo aussi, c'était un peu, il y avait une espèce de peur en fait. Alors qu'au contraire, il faut laisser ça vivre. Et puis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Cette idée qu'on a tous besoin les uns des autres, ça peut paraître un peu comme ça, gentillet de le dire, mais c'est une réalité mécanique, mais qui dépasse seulement les 5 musiciens. Nous, on a un manager, beaucoup, on a des maisons de disques, des producteurs de spectacles, et on a une équipe technique sur scène, et dont certains éclairagistes depuis 20 ans, etc. Et ça aussi, en fait, ça permet les différences dont vous parliez tout à l'heure, et d'essayer dans le débat démocratique, d'arriver à en faire une force plutôt que d'aplanir. Parce que ce qui aplanit rend les choses rébarbatives, scolaires, alors que nous, on doit prendre le risque de ne pas être d'accord pour continuer d'être sur la pointe fine des choses du désir. Sinon, on devient scolaire et ça marche plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est la phase de découverte. En fait, pour certaines personnes ou certains collaborateurs ou dans certaines relations, on peut avoir des phases de découverte plus ou moins longues. C'est-à-dire que certains vont se délivrer assez rapidement et finalement, on va les comprendre. Et quand tout à l'heure, vous parliez d'amour, il faut aimer. En fait, ce qu'on aime, c'est savoir comment gérer la situation. Et plus les gens se délivrent, et plus globalement, on sait comment soi-même s'adapter. Et en fait, chacun, après, sait comment se comporter pour que ça se passe très bien. Et la phase de découverte est super importante pour que le rythme se fasse et que ce soit très, très bon. Alors justement, ça rejoint une question que je voulais vous poser. Les groupes de musique, on vit quasiment toute la journée ensemble, voire plus. On partage des soirées, des tournées, des week-ends. C'est moins le cas dans l'entreprise. Donc, dans ce cas de figure... Pourquoi c'est moins le cas ? On est moins... C'est un peu notre cas, quand même. C'est vrai. Alors ça va être intéressant de voir. C'est-à-dire que Romain, on est à fond. Oui, mais c'est toutes vos équipes aussi, au-delà le soir, vous allez dîner ensemble, faites des week-ends. Je pense même peut-être un peu moins qu'un groupe de rock quand même. Je ne connais pas le monde de la musique, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'au quotidien, on n'est pas considéré, que ce soit Romain ou moi, comme des chefs d'entreprise dans leur bureau, etc. Nous, on est vraiment en animation permanente des équipes. On les invite à tous les événements qu'on fait. On fait des team building, on fait des soirées avec eux. Et ça, c'est une vraie différence. Et notamment, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans notre PME, que je n'ai pas connu quand j'ai fait 3 ans de très grands groupes, où là, c'était très... très bridé. On n'avait pas le droit à cet écart que moi je considère pas comme un écart mais comme du lien. Et aujourd'hui, moi je suis très heureux et très fier d'avoir toutes les équipes au quotidien avec nous sur du sérieux, du moins sérieux, du plus cool, du moins cool. Et vraiment, c'est extraordinaire. Ça veut dire, Romain, j'imagine que vous connaissez mieux vos équipes, bien sûr, mieux les individus, les individualités, et ça vous permet peut-être de détecter justement quand il y a un décrochage. Il y a un décrochage, puis ça nous sert à savoir jusqu'où on peut aller aussi avec eux, ça sert à mieux les comprendre aussi quand il y a des coups durs, parce que voilà, il y a un mélange de tout en entreprise, mais l'idée de justement créer cette cohésion, ça donne de l'émulsion, de la créativité, ça donne du service qui est meilleur aussi, parce que du coup, il y a un enchaînement des tâches qui est fait avec du plaisir aussi au quotidien, et voilà, aujourd'hui, ça nous aide vraiment à avoir des entreprises qui
sur le haut du panier, je pense. Et après, pour compléter, je pense que c'est un peu comme un concert. Il y a un moment où tout le monde sait que là, c'est la phase concert. C'est-à-dire qu'il chacun à son poste, à sa tâche, il faut le faire. Et puis quand on n'est plus dans le concert, on a quand même le droit à un peu de liberté et sympathiser. On n'est pas que des grands patrons, il faut taper dessus, ça marche pas comme ça aujourd'hui. Ça sert à rien en plus. Donc voilà, je pense que c'est à peu près le même. Oui, puis moi j'ai eu un décalage fort, c'est-à-dire que moi j'ai ce système-là, parce que vous m'avez posé la question sur le groupe, et donc ça reste une histoire de copains de 32 ans. C'est ça. Où on a dû s'adapter aux uns et aux autres et aux situations différentes, de professionnalisation notamment, etc. Mais par exemple, quand j'ai fait mon film d'animation, donc 6 ans de travail, 200 personnes, ne serait-ce que 5 personnes pour travailler seulement sur les yeux des personnages, je me faisais engueuler quand je parlais à la machine à café d'un truc sur la moustache justement de Méliès, comment on allait l'animer, tout ça, parce que c'était pas au compte-rendu de réunion. Et en fait, tout coûtait tellement cher. Et moi, en fait, l'équipe technique, on est payé pareil, on est dans le même camion, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est une équipe. Il n'y a pas comme ça de classe. Et du coup, là, en fait, on me projetait dans ce truc-là, et j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'ai essayé de trouver un système pour pas mettre à mal le pipe général du film, mais pour l'humaniser quand même, parce que je pouvais pas raconter une histoire d'un personnage avec une horloge à la place du cœur qui se détraquait quand il tombait amoureux, et ne pas pouvoir humaniser, faire du lien, comme vous disiez, le mot est très très juste, avec entre guillemets mes équipes. Alors justement, on parlait de créativité, de création, là, on va parler justement de renouveau, comment se régénérer, s'adapter aux envies et aux besoins de sa fanbase, on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas comment vous l'appelez, votre public, et de ses clients, et comment justement tenir dans le temps. Mathias, comment on fait dans le milieu de la musique, avec un groupe, comment on teste des nouvelles choses, que ce soit en studio, en live, des sons, des instrus, des styles, des chansons, des scénographies, comment ça se passe pour créer? C'est vrai que souvent, il y a dans les concerts qu'on fait, quand le concert commence à être un petit peu rodé, on a moins besoin de passer de temps en réglage dans ce qu'on appelle les balances, donc les répétitions de l'après-midi. En fait, ça laisse un temps pour essayer de... Alors moi, j'arrive avec des nouvelles chansons, et puis guitare, moi j'ai une nouvelle pédale avec... Donc en fait, on essaye des choses. Et ce qui se passe en concert, qui nous plaît et qui n'était pas prévu, est souvent la graine de la suite. C'est-à-dire que par exemple, en 2006, on avait fait un concert symphonique au Zénith avec 60 enfants. Derrière, j'ai écrit La mécanique du cœur et j'ai pensé à des arrangements symphoniques. Peut-être que si je n'avais pas vécu cette expérience-là, et après c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en fait, que ce soit d'un échec ou de quelque chose qui nous a plu, c'est comment en fait on s'y intéresse, on reste curieux avec pour faire évoluer l'ensemble. Pareil pour les collabs avec d'autres artistes et même les créations de pochettes. Moi j'adore ça collaborer avec d'autres artistes. J'ai toujours pensé que, en tout cas, l'ADN Dionysos, c'était d'ouvrir et que justement on était suffisamment, on avait une identité suffisamment forte pour pas avoir peur de quelqu'un qui nous fasse un remix ou quelqu'un qui vienne chanter avec nous, et qu'au contraire, ça a régénéré. C'est le principe de la zone de confort. Quand on en sort, on l'agrandit. Marvin, dans l'entreprise, chez 3DS Group, vous expérimentez, vous innovez comment? Nous, on expérimente surtout, la base, c'est le terrain. C'est-à-dire qu'on va observer ce qui se passe et on va tester, vous l'avez dit aussi, il faut tester. Et c'est les réactions du terrain qui donnent après tous les ajustements à faire et savoir si c'est bon ou pas bon. Nous, on est dans une PME, je pars du principe que parfois, il vaut mieux tester des choses extrêmement rapidement que de réfléchir pendant 3 ans à ce qu'on pourrait tester, alors qu'en fait, il faut le tester et puis on verra bien. La capacité, et d'ailleurs c'est la force d'une PME, c'est de savoir justement réagir extrêmement vite, si ça marche pas. Mais il faut tester des choses et il faut écouter le terrain. Aujourd'hui, le terrain, pour nous, c'est nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs. Et il ne faut pas arriver avec des idées préconçues, il faut tester. Et moi, je pense que c'est le terrain qui donne ça. Romain, dans votre univers? Nous, c'est pareil. Déjà, il faut être à l'écoute du besoin. Nos clients aussi nous apprennent beaucoup avec leurs demandes, parce qu'on a souvent des demandes qui sont inconnues, des produits qu'on n'a pas touchés, qu'on n'a jamais appliqués. Après, il faut quand même savoir qu'on est quand même des experts dans nos domaines, qu'on a des idées d'application. Et effectivement, on se rend compte que, en y allant, avec notre savoir-faire, on se surprend souvent aussi nous-mêmes dans
nos activités, dans nos applications et les produits qu'on découvre. Donc il faut y aller, quoi. Est-ce que ça, c'est pas une différence justement entre l'univers de la musique et l'univers de l'entreprise? Vous êtes à l'écoute des clients, moins dans la musique. Vous proposez à vos clients votre fanbase, donc vous êtes quelque part réactif, alors que dans l'entreprise, on est peut-être plus proactif, non? Au contraire. Du coup, je pensais que vous alliez répondre, mais sauf si je me trompe, nous, si demain on sort que des solutions qui ne plaisent pas à personne, donc ni aux clients ni aux collaborateurs, on doit stopper la solution et la boîte tombe. Un groupe de musique demain qui fait que des musiques que tout le monde déteste, on va parler d'eux un petit peu, mais globalement, ça va s'éteindre aussi. Et je pense sincèrement que finalement, on a la même chose, c'est juste que on n'a pas les mêmes sens qui sont développés par rapport à l'analyse de ce que l'on propose, et c'est pas les mêmes besoins. Ouais. La musique, ça peut être un besoin d'écouter du bon son, de prendre du plaisir, et ainsi de suite, alors que nous, on peut avoir des besoins très fonctionnels. Dire, moi, j'avais besoin que la vitrophanie, elle soit opaque, elle doit être opaque. Mais je pense que c'est la même chose. Et finalement, ce sont des commerçants sur la base de la musique, et plus, vous parliez tout à l'heure de fanbase, plus on est bon, et plus cette fanbase va augmenter, et plus demain, on passera, je sais pas moi, d'un gymnase pour faire les premières musiques au Stade de France, quoi. Voilà. Après, il y a une petite différence, à mon sens. C'est que moi, je me dois, quand j'écris, que ce soit des chansons ou des livres ou des films, je me dois d'oublier, justement, pour mieux les respecter, pour pas que ça devienne trop des clients. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est une nuance, et elle n'est pas... n'y voyez aucun mépris là-dedans, parce que chacun en fait. Il y a des points communs, il y en a qui sont différents. Pour moi, le marketing, c'est pas un vilain mot. C'est-à-dire que je viens défendre ce que je fais, il n'y a pas de problème. Mais le marketing ne doit pas être en amont de la création du produit. C'est-à-dire qu'au moment où je crée le produit, je dois me dégager pour gagner en liberté et continuer de surprendre, quitte à me tromper. Et à faire un four. Je n'ai pas les mêmes obligations que vous, c'est pour ça que je ne fais pas le malin à faire le poète, là, pas du tout. C'est juste qu'en fait, le processus n'est pas le même. Et que moi, justement, le meilleur respect que je peux donner justement à ma clientèle, entre guillemets, c'est de ne pas vous dénaturer. C'est de les oublier. Ouais. C'est-à-dire de ne pas me dire, ah ouais, là j'ai fait Song for Jedi, on l'a eu. La maison de disques qui va nous dire, ah, il faut 3 Jedi dans l'album d'après. Ah, vous avez fait la mécanique du cœur là, alors il faut garder un truc un peu gothique. Ben non, en fait. Il ne faut pas non plus être caractériel et vouloir faire exprès d'être différent, sinon c'est l'anticonformiste qui devient conformiste. Mais il faut continuer de rester focalisé sur le bleu de la flamme. Des fois ça marche. Des fois, ça marche moins. Quand ça marche, il ne faut pas se croire le roi du monde. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas insulter la terre entière, parce que des fois, les succès et les échecs sont quand même des faux jumeaux. Et continuer de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. Est-ce que tous, vous êtes très attentifs aux avis fanbase, aux avis clients? J'imagine dans l'entreprise, on est très attentif. Par quel canal d'ailleurs? Quel canal de relation client vous développez pour avoir les retours? Les retours, ils sont assez directs. On n'a pas 50 canaux en entreprise. Un client c'est le téléphone direct. On voit beaucoup plus rapidement un client mécontent qu'un client content. Ouais. On a 2 catégories de clients contents, ceux qui vont le dire et ceux qui diront rien. On part du principe qu'un client qu'on a suivi où il n'y a pas de signe de mécontentement, tout va bien, l'opération se déroule correctement, tout va bien. Il y en a qui ont des effusions de plaisir, et ça, c'est une vraie récompense pour nous. Mais ceux qui sont mécontents, on le sait immédiatement, il n'y a pas de demi-mesure. Nous, pour compléter, sur 100 clients contents, il y en a seulement peut-être 7, 8 qui vont le dire. C'est toujours pareil. On dit plus quand on est mécontent que quand on est content. Pour les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont mécontents. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas le temps de le dire. Nous, ce qu'on a mis en place en plus dans l'entreprise, c'est qu'on envoie un questionnaire de satisfaction à la fin de tous les projets, sur lequel les clients peuvent répondre de 2 façons, soit de façon anonyme, soit de façon où ils donnent toutes leurs identités, etc. Et nous, on tâche d'y répondre. Voilà. Et ça peut... Alors après, nous, que ce soit Romain ou moi, on prône la satisfaction client, donc globalement, des insatisfactions, on en a très très peu. Et le principe, c'est pas d'éliminer l'insatisfaction, c'est lorsqu'il y a une insatisfaction, c'est de savoir la gérer extrêmement rapidement. Partant de ce principe-là, et quand on est conscient, même un client qui est insatisfait le lundi, peut très bien devenir très satisfait le jeudi, et voire même nous faire encore plus confiance parce qu'il va se dire, eux sont capables de réagir en cas de problème, c'est avec eux que je veux travailler. Et encore là, plus. Le pouvoir de réagir à l'erreur. Pardon. Non, je disais le pouvoir de réagir à l'erreur. Plus on réagit vite, plus on attire de la satisfaction. Et là, pour le coup, on rentre dans le même rail,
finalement, parce que nous, évidemment, que si au moment de la création, comme je disais tout à l'heure, on doit les oublier, à partir du moment où on sort un disque, un livre, eh bien, les retours, on doit les entendre. Ça ne veut pas dire, après, on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Nous, on ne va pas réparer un produit, je ne vais pas réécrire le livre. Non. Je vais pas... Bien sûr, c'est différent. Mais par contre, on est très ouvert à la discussion, etc. Et évidemment, le cerveau humain, il est fait comme ça, il va y avoir plein de très bons trucs. Et le mauvais truc, paf, il va vous agresser plus. Toujours. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention à son narcissisme, justement, pour pas se laisser englober par les trop bonnes nouvelles, ni se faire descendre en plus bas que tel par les mauvaises, parce qu'il y en a forcément toujours un petit peu. Mais par contre, nous, notre façon d'aller vérifier comment le client, si je prends la métaphore de l'entreprise avec vous, c'est d'aller pour moi en salon du livre, les gens qui ont lu, les gens qui ont commencé à lire, etc. Ou les concerts, et après les concerts, les rencontres, et trucs comme ça. Et vraiment, honnêtement, c'est un lien que j'adore. C'est pas juste parce que c'est commercial. Je sais pas si ça marcherait moins bien ou mieux, ou si ça change vraiment quelque chose sur le nombre de ventes. Mais en tout cas, c'est un moment pour moi qui est privilégié de rencontrer, par exemple, les lecteurs. Alors justement, on va parler de la façon dont vous communiquez, chacun d'entre vous, sur vos sorties d'albums, de spectacles, et vous sur vos nouveautés produits. Par quel biais vous communiquez pour en informer justement vos clients ou vos prospects? Alors chez 3DS Group, les canaux sont très très nombreux, puisqu'on communique sur notre site internet, on communique énormément sur les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. On communique à travers, par exemple, cette émission où, mine de rien, on met en avant un certain nombre de points. Les salons, enfin tous les canaux possibles, inimaginables, globalement on les utilise. Et on essaye de les utiliser à bon escient. Voilà. Et en fonction de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent, on essaye de travailler sur des sujets différents. Et nous, on a un bureau d'études qui est spécialisé justement dans la préconisation d'un certain nombre de choses, la recherche de matériaux sympathiques. Et derrière, on n'a plus qu'à communiquer. Romain, vous utilisez les réseaux sociaux pour communiquer? On utilise évidemment les réseaux sociaux, c'est incontournable aujourd'hui. Ouais. Internet, LinkedIn, mais bon, aussi évidemment les émissions, comme l'a dit Marvin, les salons. Après, on aime beaucoup la relation client, on aime être proche dans l'échange. C'est surtout de la communication en entreprise, directement, des déjeuners. C'est surtout par ces canaux-là. Direct. Mais si je puis me permettre, c'est vraiment quelque chose qui se perd. Et nous, on le voit même avec... Qu'est-ce qui se perd? Ce lien client. Client ou même ce lien d'amitié ou autre. Aujourd'hui, moi je le vois, et pourtant je suis relativement jeune, les très jeunes envoient des SMS, envoient des mails. Moi, j'ai pas été habitué à ça et pas formé de cette façon-là. Pour moi, c'est vraiment le téléphone ou le contact en direct. Ouais. Et je le vois bien, on doit changer un certain nombre d'habitudes parce que tout passe par des mails ou des SMS. Et ça, c'est compliqué. C'est un lien qui est en train de se perdre et qui est dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça, et on est un petit peu pareil avec Romain, nous on fait énormément d'événements clients sur lesquels on va à la rencontre de nos clients ou des personnes que l'on côtoie. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde dit envoyez-moi un mail, etc. Et en fait, tout le monde, quand on discute avec eux, préfère largement le lien. Bien sûr. Et se parler en vrai. On va en parler des événements justement dans quelques instants, mais c'est pour savoir comment vous communiquez, vous Mathias, par rapport à Dionysos ou par rapport à votre nouveau spectacle. C'est pareil, il y a plusieurs canaux, il faut les utiliser. Il y a la force de frappe. Vous ne pouvez pas inviter les clients un par un à dîner? Non. C'est un peu compliqué. Non, mais par contre, les réseaux, je réponds à tout le monde. D'accord. Vous n'avez pas quelqu'un qui est dédié à ça? C'est vous? Non. Wow. Sur Instagram, c'est moi. Ouais. Je ne peux pas discuter avec tout le monde tout le temps, toute la journée, sinon je passerai la journée. Mais quand même, j'essaie toujours de répondre. Donc, c'est ma façon de fonctionner comme ça. Après, les réseaux ont on sait bien qu'il y a un revers de la médaille au réseau. C'est pas moi qui vais mettre à théoriser là-dessus, on le sait de toute façon. Mais il y a le bon côté, c'est qu'il y a une autonomie de communication. Au début du groupe, que j'avais pas du tout. La maison 10 qui faisait la promo, et puis, alors que là, il y a une interaction en direct. Donc, il y a le message fabriqué par la maison de disques. Ouais. Là, ça humanise où on est derrière aussi, hein, on n'est pas déconnecté de ça. Mais après, il y a au jour le jour. Par exemple, et là pour le coup, c'est un service gratuit, j'ai envie de dire. Moi, j'écris un haïku par jour. Un haïku, c'est un petit poème japonais de 17 syllabes, 5-7-5. Et j'en publie un tous les soirs. D'accord. Et par exemple, ça,
Il y a des gens maintenant qui se mettent à faire des haïkus du jour, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses gratuites, mais qui créent du lien. Bien sûr. Et c'est pas juste, hop, retrouvez-moi en concert à tel jour. En fait, et ça crée du lien. Et je me suis aperçu que que ça me faisait plaisir et qu'en même temps, c'était quand même aussi du travail. C'est un travail de le faire, mais c'est un travail de lien aussi. Et c'est ce genre d'équilibre qui sont pour moi les bons, en tout cas. Alors on parle des événements, que ce soit de façon divertissante, hein, on en parlait il y a quelques instants, externe, interne, l'importance des concerts et de la musique. Justement, les concerts, depuis quelques années, sont devenus encore plus importants pour les musiciens, les groupes de rock. Il y a une importance artistique et économique. Oui, parce qu'avant, on faisait... Vous vendiez du disque. Oui, on faisait des spectacles pour aller défendre un disque. Ouais. Et les disques rapportaient plus que ce que rapporte le streaming. Plus ou moins selon... Ah oui, que le streaming, ça, c'est sûr. Le streaming, non, mais c'est ça. C'est comme s'il y avait eu un système de licence globale et que les gens avaient le droit d'aller chez vous et vous prendre les trucs gratuitement, en gros. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Donc maintenant, on fait des disques pour avoir le droit d'avoir une actu pour pouvoir faire des tournées. D'accord. On ne défend plus le disque est complètement... il est réduit à c'est une misère, en fait, économique. À part pour les très, 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 très gros vendeurs ou ceux qui ont un certain âge et qui fait que les gens achètent encore des CD, par exemple. Mais sinon, même des générations comme nous, moi j'ai 50 ans, le groupe a 30 ans, plus personne achète un CD. Vous sortez vos albums en vinyle, j'espère. CD et vinyle, bien sûr, parce qu'en plus on aime ça. Ouais, et moi j'ai développé un label où je fais des choses un peu collector, justement, où je fais des vinyles, un peu d'exemplaires, des choses comme ça. C'est encore autre chose. Ouais. Mais oui, ça quand ce monde-là a changé, c'est vrai qu'il y a eu un moment de grand raté au moment de l'arrivée d'Internet, où ce système de licence globale qui est à la fois génial parce que ça fait une discothèque ouverte sur le monde de curiosité, d'échange. Alors il y a les algorithmes, hein, alors des fois ça fait penser que parfois que dans le même sens, mais ça fait aussi connecter des choses intéressantes. Donc c'est à la fois, il y a des très bons côtés, je ne veux pas juste faire le petit rebelle qui fait ses mal, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires avec Internet, les réseaux, les plateformes, mais malheureusement, eh bien, ça a cassé un lien avec l'objet, le livre avec une pochette, sans même parler du vinyle où carrément il fallait l'essuyer, se lever entre. Ça change le rapport à l'écoute. Et le vinyle revient à fond. Il revient à fond, mais ça reste de la niche quand même. C'est une niche. Parce que là, j'ai regardé mais ça revient quand même. Les ventes de lecteurs vinyle, c'est énorme. Hein, c'est une croissance. Ça repart et c'est merveilleux parce que justement, moi je fais pas partie ni des passéistes ni des convaincus absolus de toute modernité. Et je crois qu'en fait, il y a une compatibilité. Moi, j'ai un téléphone, je peux avoir un abonnement Spotify, pour ne pas les nommer, et écouter de la musique dessus. Dans mon casque. Mais par contre, et il y a des très vieilles choses aussi d'ailleurs, sur mon téléphone. Et après, je vais acheter un vinyle, et je suis chez moi, et je prends soin de mon vinyle, je pose, et je choisis ma... Et en fait, on est dans le temps long, on est dans un autre rapport à l'écoute. Et c'est formidable. Mais je trouve ça un peu snob, finalement, dans les deux sens, que de dire « Ah, mais moi, j'écoute pas la musique avec le téléphone, je fais que du vinyle. » Et je trouve ça snob aussi, de dire « Ah ben non, qu'est-ce qu'on a fou des vinyles ?» C'est là, en fait, c'est deux fois un manque de curiosité. Alors qu'en fait, ça peut être compatible. C'est juste des temps différents. Quel est le lien justement avec la musique dans les événements que vous organisez, que ce soit interne, externe ? Alors moi, il y a de la musique tout le temps, puisque nous, on fait partie de ceux qui organisons des événements, notamment clients ou avec nos partenaires, et sur lesquels on fait en sorte que les gens dansent. Alors c'est quelque chose qui se perd un peu, dans un cadre professionnel, ça se fait très peu. Nous, on a eu la chance, il y a 2-3 semaines, d'organiser un bel événement client. On était quand même plus de 300 personnes. Et moi, j'ai eu le plaisir de voir beaucoup de monde danser jusqu'à 2h du matin. Et malheureusement, à 2h du matin, de te voir couper et dire maintenant, c'est terminé. Et au final, on est un peu à contre-courant parce que toutes ces petites choses qui se perdent, le peu de personnes qui les remettent en œuvre, bien souvent, ça marche. Et ce système, tout type de musique, vraiment, je trouve ça sympa.
Chez Rita Sons. D'ailleurs, en écrivant cette question, je me suis dit Rita Sons, ça pourrait être un nom de groupe de rock. Oui, on a hésité quand on a créé l'entreprise. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Alors, justement, la musique. Ça nous a valu d'ailleurs un Rita Song, Rita Mitsuko, on en a entendu à toutes les sauces. Ouais. Non, on n'est pas au niveau de Marvin sur les ateliers musique. On apprécie aussi beaucoup parce que bon, ça crée effectivement un environnement. Quand on fait des salons, des événements, effectivement, ça en passe par des soirées où incontournablement il y a de la musique et on se rend compte que voilà, ça crée de la cohésion, ça crée de l'envie de passer du temps et du plaisir et voilà, c'est ce qui nous permet aujourd'hui. Vous avez jamais eu l'idée de créer une playlist 3DS Group ou Rita Sons justement à diffuser, ensuite à offrir quelque part à vos clients? Non, j'irai pas aussi loin, mais nous, on a commencé on a déménagé dans des nouveaux locaux là depuis une semaine et on a sonorisé entièrement toute la partie trattoria, terrasse et ainsi de suite. Et on a fixé une règle, c'est de midi à 14h, on diffuse de la musique et chaque jour des playlists différentes. Donc ça va, c'est super, c'est divers et varié. Et ça permet aussi de créer un temps pour dire à tout le monde, stop, là c'est le moment de déjeuner, de discuter. Et en fait, cette musique, finalement, les empêche aussi de travailler. Bien sûr. En disant, non, là c'est le moment musique, voilà, si vous voulez travailler, il faut aller au bureau, mais pas dans la salle détente. Et du coup, je dirais pas qu'on a créé une playlist, mais on voit que chaque collaborateur commence à avoir son avis sur le style, sur ça, non, ça c'était pas top. On pourrait écouter un petit peu de... Un peu plus, on pourrait faire ci. Et en fait, finalement, la playlist, elle est en train de se créer toute seule parce que, à la fin, ce qu'on disait, le but, c'est de mettre des choses que tout le monde apprécie. Donc, voilà, on en rigole. Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue au Mexique. J'étais allé faire des ateliers d'écriture dans un lycée français. Et en fait, ils imposaient, avant de l'entrée des cours, 10 minutes de lecture. Vous lisez ce que vous voulez. Il faut lire. Mais pas sur les écrans. Ouais. Ça peut être un magazine, une BD, un magazine de sport, peu importe. Chacun, il n'y a pas de classe. Il ne faut pas forcément lire Victor Hugo absolument tous les jours. Mais en tout cas, 10 minutes, il y a une première sonnerie à 8h moins 10. Et pendant 10 minutes, il y a un silence dans la cour et tout le monde est avec un livre. Et c'est génial. Moi, je l'ai fait, du coup, j'ai joué le jeu pendant une semaine. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, tout le monde parle un peu de ce qu'il a lu, comment il a ressenti comme vous parlez de moi j'aime pas ça, moi j'aime ça, moi je préfère ça. Et ça crée encore une fois du lien, du débat. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça crée de la vie et de la curiosité. Tout à fait. Merci messieurs pour cette belle émission rythmée. C'était du bon son sur ce plateau. Mathias Malzieu, je rappelle votre spectacle dans toute la France, 2025 et 2026. Ça s'appelle L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Il est prudent de réserver, comme on dit dans le métier. On peut peut-être revoir la petite affiche avant de se quitter. Voilà, super. Réservé sur le site internet partout. Merci à vous. Très bientôt pour un nouveau Carré VIP. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ezeis, Rita Son, Rouzès Group et 3DS Group sont heureux de vous présenter Carré VIP.